Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre ce matin dans le cadre de ce webinaire sur le nouveau statut de l'entrepreneur indépendant organisé par notre association NCE. Alors, tout d'abord, un petit mot concernant la technique. Vos micros sont inactifs, donc vous ne pouvez pas participer à l'oral, mais un moment d'échange est prévu à l'issue de la conférence et vous pouvez poser vos questions dans la zone questions que vous retrouvez sur le panneau GoToWebinar à droite de votre écran. Voilà, sachez que la séance est enregistrée, donc vous pourrez visionner le replay après la conférence. Et si d'aventure il y a des questions qu'on n'aurait pas eu le temps de traiter, nous essaierons d'y apporter une réponse et on vous enverra les réponses avec le replay après l'événement. Voilà. Alors un petit mot pour vous présenter notre réseau NCE. NCE, c'est Notaire Conseil d'entreprise. C'est un réseau qui fédère 245 études notariales réparties sur toute la France, avec également une présence sur l'île de la Réunion, et qui rassemble des notaires qui sont spécialisés en droit des affaires et qui conseillent les dirigeants au quotidien pour répondre à leurs besoins patrimoniaux, privés et professionnels et le suivi de leur entreprise. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Céline Schwartzler, qui est notre vice-présidente et qui va présenter dans le nouveau statut de l'entrepreneur indépendant. La loi est parue au JO le 14 février dernier et il y a pas mal de mesures qui entraînent des modifications par rapport au statut connu jusqu'à maintenant. Voilà. Céline, je te laisse prendre la suite. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter de manière assez synthétique les nouvelles dispositions contenues donc, dans la loi du 14 février 2022 qui contient le nouveau statut des indépendants. On a souhaité faire une présentation assez rapide de cette loi qui va s'appliquer progressivement, mais dans 3 mois, donc à partir de la mi-mai, sachant que pas mal de décrets d'application sont en attente d'un point de vue pratique. Donc, la loi a été présentée dans le cadre du plan des indépendants à l'automne dernier, donc présentée au Conseil des ministres le 29 septembre 2021. Elle a bénéficié de ce qu'on appelle la procédure accélérée, donc d'un vote rapide, puisque c'est une des dernières lois d'envergure votées par l'actuelle législature. Son adoption définitive, donc après une commission mixte paritaire, date du 8 février dernier. Elle a été promulguée le 14, donc la date officielle de la loi c'est le 14, et publiée au journal officiel du lendemain, le 15 février. Et donc, on attend plusieurs décrets d'application au Conseil d'État qui restent à paraître. On y reviendra ensuite. Donc, en préambule, on va reprendre avec ce qu'est un indépendant. Donc, pour la première fois, cette loi du 14 février 2022 définit, alors non pas ce qu'est l'entreprise individuelle, mais ce qu'est l'entrepreneur individuel. Donc l'entrepreneur individuel, c'est une personne physique, donc on exclut évidemment toutes les personnes morales et les sociétés, qui exercent en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. D'un point de vue pratique, en France, il y a 3 millions de personnes qui sont concernées. Donc, on a en idée les commerçants, les artisans, les professions libérales, mais également toutes les personnes qui exercent sous le régime de l'auto-entreprise ou de la micro-entreprise. Actuellement, comment peut se protéger un indépendant et pourquoi il doit se protéger? Le principe, c'est que les indépendants, donc les entrepreneurs individuels, ont un seul patrimoine dans lequel, en fait, on mélange les actifs liés à l'entreprise et les actifs privés, comme les biens immobiliers privés, la résidence principale, la résidence secondaire. Et en cas de difficulté à ce jour, tout le patrimoine peut être en danger. Donc, progressivement, la loi a doté les indépendants de plusieurs moyens pour se protéger. Alors, la première solution,
c'est ne plus être indépendant, c'est-à-dire ne plus être entrepreneur individuel et donc exercer en société. Donc, depuis un siècle, il existe des sociétés à responsabilité limitée. Et depuis 1985, la possibilité d'exercer donc en société à responsabilité limitée tout seul, c'est-à-dire en EURL. Et plus tard, donc, quand la SAS sera créée, la possibilité d'exercer en SASU. Donc ça, c'est la première solution, ne plus être entrepreneur individuel. La seconde, donc, qui est apparue en 2003, c'est la déclaration d'insaisissabilité. Donc ça ne concerne que les biens immobiliers pour les entrepreneurs individuels. Donc on verra après que la déclaration d'insaisissabilité a subi des évolutions. Troisième solution, donc qui là date de 2010, l'EIRL, donc l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, on verra ce que c'est, ça consacre un patrimoine d'affectation, c'est-à-dire que l'entrepreneur individuel va déclarer ce qui pour lui est de son patrimoine privé et ce qui est de son patrimoine professionnel. Et la dernière solution à ne pas négliger et qu'il faut quand même combiner avec toutes les autres, c'est que quand vous êtes même dirigeant, même dirigeant de société, mais a fortiori entrepreneur individuel, il ne faut jamais oublier d'adapter soit son régime matrimonial, c'est-à-dire quand vous êtes marié, ou son régime de Pacs, puisque ça peut avoir des conséquences en fonction des choix qu'on opère en cas de difficulté économique de la société. Donc, la déclaration d'insaisissabilité, elle permet à l'entrepreneur individuel de protéger ses biens immobiliers à condition effectivement que ce soit des biens immobiliers privés et donc non affectés à l'activité professionnelle. Donc, progressivement, son objet a été étendu. Quand la loi est parue, cette déclaration d'insaisissabilité qui devait être volontaire était réservée à la résidence principale. On l'a ensuite étendu à tous les biens immobiliers non professionnels, c'est-à-dire aux biens immobiliers de rapport. Vous louez un appartement pour avoir des loyers, c'était concerné. Vous avez une résidence secondaire. Et depuis la loi du 6 août 2015, donc qui est aussi appelée dans le langage courant la loi Macron, cette déclaration d'insaisissabilité est devenue automatique pour la résidence principale. C'est-à-dire que pour la résidence principale, il n'y a plus besoin de faire une démarche particulière, c'est de droit. En revanche, si vous avez d'autres biens immobiliers à titre privé, là, il faudra faire la déclaration. Une fois que la déclaration d'insaisissabilité est faite, alors donc là, hors résidence principale, l'entrepreneur individuel ne peut plus être poursuivi pour les dettes nées de l'activité professionnelle, mais que pour les nouvelles dettes. Donc ce n'est pas rétroactif, ça ne concerne que pour les dettes qui sont nées après la déclaration. Ça, c'est pour la déclaration d'insaisissabilité. L'EIRL, donc l'EIRL, c'est l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. C'est une création de 2010. Alors, ce n'est pas une société. On exerce toujours sous la forme individuelle. Et le statut de l'EIRL permettait de protéger les biens personnels en les séparant du patrimoine par une déclaration d'affectation. Donc, il n'y avait que le patrimoine dit affecté, c'est-à-dire de biens nécessaires à l'activité professionnelle. Donc, j'insiste sur nécessaire, parce qu'on verra que dans le nouveau régime, la notion de nécessité a été remplacée par la notion d'utilité. Et donc, seuls les biens nécessaires à l'activité professionnelle pouvaient être saisis par les créanciers professionnels. En pratique, le URL a été quand même très peu utilisé. À ce jour, il y en a moins de 100 000 pour 3 millions d'entreprises individuelles, autour de 97 000 très exactement. En partie parce que c'était très lourd administrativement, il fallait faire la déclaration d'affectation, puis il fallait faire une démarche. Et donc, c'est pour ça qu'il a été décidé de faire évoluer le statut par défaut, donc sans aucune démarche nécessaire de l'entrepreneur individuel pour mieux le protéger. Et du fait de l'adoption de la loi, désormais, l'EIRL va s'éteindre progressivement puisque les EIRL en cours vont continuer de fonctionner. En revanche, il ne va plus être possible désormais d'opter pour ce statut. Donc,
Maintenant, je vais vous présenter la réforme du statut des indépendants. Donc, on va voir qu'il y a une mesure principale, c'est l'instauration de 2 patrimoines, donc la dualité de patrimoine. Elle contient également des mesures annexes, notamment sur l'assurance chômage, entre guillemets, des indépendants, sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Donc, la principale mesure de la réforme, c'est la création de 2 patrimoines indépendants. Donc, d'un côté, un patrimoine professionnel et de l'autre, un patrimoine personnel. On retrouve un peu ce que je vous ai dit sur le IRL, sauf que dans le IRL, c'était à l'entrepreneur individuel de faire la démarche et de faire une déclaration d'affectation, alors que là, on va le voir, ça se fait automatiquement. Comment on définit les 2 patrimoines? Donc, le patrimoine professionnel, il se définit par les biens, droits et obligations et sûretés dont l'entrepreneur est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités. A contrario, le patrimoine professionnel regroupe tous les biens qui ne sont pas compris, le patrimoine personnel, tous les biens qui ne sont pas compris dans le patrimoine professionnel. Nous avons donc un nouveau critère qui est le critère de l'utilité. Alors, dans les débats parlementaires, notamment au Sénat, en première lecture, ce critère d'utilité avait été restreint à un critère d'exclusivité. Donc, on avait dit que c'était les biens qui étaient exclusivement utiles à l'activité professionnelle, ce qui réduisait quand même énormément le champ d'application. Donc, lors de la première lecture en janvier en Assemblée nationale et en commission mixte paritaire, on est revenu au texte original proposé par le gouvernement. Donc, on est sur un critère d'utilité simple qui, pour l'instant, rend difficile la définition du patrimoine professionnel en l'attente des textes réglementaires, puisque la notion d'utilité peut être subjective. Ça va dépendre de l'appréciation du professionnel. Elle est par nature instable au cours de la vie d'entreprise, puisque vous pouvez tout à fait avoir des biens qui sont utiles à un moment ou autre de la vie de l'entreprise et qui finissent par ne plus l'être. Alors, quand je dis subjective, ça va dépendre des biens dont il s'agit. Évidemment, si vous avez une entreprise, je suis un artisan, une entreprise industrielle, les machines, les outils, là, évidemment, on va être dans les biens utiles à l'activité professionnelle. Le problème va plutôt se poser sur des biens dont la nature peut être ambivalente, voire, on y reviendra après, sur des biens mixtes. Il va exister, alors contrairement à l'EIRL, un seul patrimoine professionnel, même en cas de pluralité d'activités. Donc, vous avez quelqu'un qui a 2 activités totalement différentes, on n'aura qu'un seul patrimoine professionnel. Et on va voir ensuite que, comme c'est le patrimoine professionnel qui devient le gage des créanciers professionnels, ça a des conséquences. Alors, quand on dit pluralité d'activités, pour vous donner un exemple, c'est très répandu, par exemple, chez les agriculteurs qui ont à la fois l'activité agricole et qui ont souvent une activité de gîte rural. Donc, dans le IRL, on pouvait avoir des patrimoines d'affectation séparés par activité. Dans le nouveau régime, par défaut, il y aura un seul patrimoine professionnel avec toutes les activités dedans. En cas de fin de l'activité, donc départ en retraite ou décès, ça met fin à l'existence d'une dualité de patrimoine. Alors, ce qui peut être dangereux en cas de décès, ce qui a été mis en lumière dans les débats parlementaires, puisque le décès, notamment en cours d'activité, est susceptible d'entraîner des difficultés de l'entreprise. Donc, il est vrai que ce n'est pas tout à fait protéger les héritiers de mettre fin à la dualité des patrimoines et de tout remettre quelque part dans un pot commun vis-à-vis des créanciers. Mais on verra, entre guillemets, à l'usage, puisque toute cette loi est soumise à un examen dans le temps de ses effets et peut être modifiée. Les conséquences pour les créanciers. Donc, ce nouveau statut va permettre que le patrimoine personnel de l'entrepreneur devienne par défaut, parce qu'on va voir qu'il est possible d'y remédier ou du moins de le modifier, insaisissable par les créanciers professionnels, alors qu'aujourd'hui, seule la résidence principale est protégée. Si jamais il y a désaccord entre l'entrepreneur et son créancier, c'est-à-dire souvent un organisme bancaire, la charge de la preuve de la nature du bien va incomber à l'entrepreneur individuel, c'est-à-dire c'est lui
qui sera susceptible d'indiquer si le bien dépend du patrimoine personnel ou du patrimoine professionnel. Alors, quand on dit que le patrimoine personnel devient par défaut insaisissable, c'est que la loi a voulu concilier deux intérêts qui peuvent paraître contradictoires. D'une partie, d'un côté, protéger le patrimoine de l'entrepreneur individuel et de sa famille, donc qui est un principe louable, mais aussi il faut être pragmatique, protéger l'accès au financement des entrepreneurs individuels. Si on n'a plus de garantie à offrir, notamment à un établissement bancaire, en pratique, on va avoir quelques soucis à obtenir un financement et à lancer son activité. Pour les professionnels qui interviennent, c'est souvent ce qui se passe avec les entrepreneurs qui exercent en forme de société, notamment EURL, SASU. On a très souvent des demandes de caution personnelle du dirigeant d'entreprise en sus de la garantie qui peut être offerte par la société unipersonnelle. Donc, en matière de garantie, il y a deux garanties qui peuvent être offertes. D'une part, une garantie personnelle, c'est-à-dire que l'entrepreneur individuel va offrir sa caution personnelle, également des sûretés dites réelles, c'est-à-dire qu'il va offrir en garantie certains biens. Ces deux points ont été réglés par la loi, donc ce sont les tempéraments à la séparation des patrimoines. Donc la caution, ça a été exclu par les textes, c'est-à-dire que l'entrepreneur individuel ne peut pas dire je m'auto-cautionne, c'est-à-dire que j'offre en caution tout mon patrimoine. En revanche, il a été prévu une renonciation ponctuelle à la séparation des patrimoines. Donc, cette renonciation, elle est encadrée dans les textes de loi avec notamment un délai qui a été discuté en commission mixte paritaire et sur la renonciation. Mais elle ne peut être faite non pas généralement, mais en faveur d'un créancier professionnel et pour un engagement spécifique. Donc, c'est quand même encadré juste pour une opération et pas de manière générale. Si on n'opère pas de tempérament, comment va se passer la séparation des patrimoines? Elle va s'effectuer automatiquement. Donc, il n'a pas été prévu, contrairement à l'EURL, ni de démarche administrative. Donc, il n'y a pas de déclaration à faire, il n'y a pas d'option à faire. Et il n'y a pas non plus d'information des créanciers. Donc, pas d'annonce dans un journal, d'annonce légale ou BODAC. Il n'y a rien de particulier à faire. La réforme va concerner toutes les créations d'entreprises 3 mois après la promulgation de la loi. Donc, on est à une parution du JO au 15 février, donc à la mi-mai. Toutes les créations d'entreprises seront concernées en totalité. Et pour les entreprises qui seraient déjà créées, donc tous les 3 millions d'entreprises, moins les 100 000 EIRL qui existent déjà, la dissociation des patrimoines ne s'appliquera qu'aux nouvelles créances et pas aux créances, aux dettes existantes. Il reste quand même, on va le voir, plusieurs points qui devront être interprétés par les décrets, notamment le point central de la définition de l'utilité pour établir avec précision ce qui relève du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel, puisqu'on a vu que, alors il y a des fois où ça va être évident, il y a des fois où ça va être plus compliqué. Et également le sort des biens mixtes, c'est-à-dire les biens qui ont deux usages, qui sont utilisés à la fois à titre personnel et à titre professionnel. C'est notamment le cas qui nous concerne beaucoup en tant que notaire des biens immobiliers. On a souvent des personnes qui exercent leur activité professionnelle dans des biens qui sont aussi pour partie leur résidence principale, ou alors des entrepreneurs ou des artisans qui, sur un même terrain, donc sur un même bien immobilier, ont un bâtiment à usage d'habitation et un bâtiment qui sert d'atelier ou de hangar ou de dépôt. Donc là, il faudra que la loi, enfin les décrets plutôt, clarifient ce point pour les biens mixtes. Est-ce qu'ils sont considérés ne pas faire partie du patrimoine professionnel
parce qu'ils ne sont pas entièrement utiles à l'activité, ou est-ce qu'éventuellement ils peuvent être compris dans le gage des créanciers professionnels puisque une partie est utile à l'activité. En dehors de l'instauration d'une dualité de patrimoine, la loi facilite également la transmission des entreprises individuelles et notamment, alors les transmissions, c'est soit les ventes, soit les transmissions à titre gratuit, notamment la donation, également l'apport en société. Donc là, il sera possible de vendre, donner ou apporter l'intégralité ou une partie seulement du patrimoine professionnel sans avoir à procéder à la liquidation. Ce qu'on appelle procéder à la liquidation, c'est payer les dettes en cours, régler les factures, en fait, liquider tout le patrimoine. On ne parle que de vente, donation ou apport. Je ne parle pas de succession puisqu'on a vu juste avant qu'en cas de succession, il y a disparition automatique de la dualité de patrimoine. Donc, la question ne se pose plus. Et pour faciliter dans le temps l'apport en société et éviter les conséquences du changement de régime fiscal, il est prévu pour ce nouveau régime, depuis la loi de finances qui a été votée fin décembre, que l'entrepreneur individuel, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant, peut opter pour l'impôt sur les sociétés. Donc, jusqu'à aujourd'hui, un entrepreneur individuel, il avait une obligation d'être soumis au régime fiscal de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'il était imposé sur la totalité de son résultat. La seule possibilité pour une personne physique d'être soumise à l'impôt sur les sociétés, c'était d'opter pour le statut de l'EIRL et ensuite de faire une option pour l'impôt sur les sociétés. Donc désormais, ça sera également possible, puisque le régime de l'EIRL est progressivement amené à disparaître, d'opter pour l'impôt sur les sociétés pour un entrepreneur individuel. Les autres mesures qui sont contenues dans la loi, donc je vais revenir un peu plus longuement sur l'allocation des travailleurs indépendants, ce qu'on appelle le chômage pour les indépendants. Également une mesure qui concerne le surendettement, notamment pour les gérants de SARL, les gérants majoritaires, et également des dispositions qui concernent la formation professionnelle des indépendants. Donc, les mesures sur le surendettement et la formation professionnelle, je dirais assez vite, mais au moins vous saurez que ça existe et qu'on peut avoir des précisions. Donc, l'ATI. Donc, l'ATI existe depuis la loi du 5 septembre 2018. C'est la possibilité d'avoir, alors, une allocation qui est quand même limitée, puisque actuellement, donc, elle est limitée à 6 mois, 182 jours maximum, non renouvelable, donc on peut l'avoir qu'une fois. Et elle peut se cumuler s'il y a reprise d'une activité salariée ou non pendant 3 mois au maximum. Et cette allocation, elle est autour de 800 euros. Cette allocation, pour l'instant, elle est réservée dans les cas où, on va revenir en détail sur ces critères d'attribution, l'activité cesse de manière involontaire et définitive, c'est-à-dire qu'on va elle va être réservée au cas de redressement ou liquidation judiciaire. Dans le projet de loi de 2018, il était prévu qu'il y ait à terme 29 300 professionnels bénéficiaires, donc en gros 30 000. En pratique, les critères sont tellement restrictifs qu'à fin 2021, on était sur 1107 bénéficiaires très exactement, donc ce qui est très loin des objectifs poursuivis. C'est pour ça qu'il a été prévu, dans le cadre de cette loi sur le statut des indépendants, un élargissement des critères d'obtention. Donc actuellement, il y a 5 conditions. Donc l'activité indépendante, tout d'abord, doit avoir cessé définitivement et involontairement, donc redressement, liquidation judiciaire. Elle doit avoir duré au moins 2 ans. Les revenus professionnels doivent être supérieurs à 10 000 euros par an en moyenne sur les 2 ans. Les autres ressources personnelles que l'entrepreneur peut avoir doivent être inférieures au RSA. Et enfin, le bénéficiaire doit être inscrit à Pôle emploi. Dans la réforme, donc, on va conserver le montant de 800 euros par mois, sauf, donc ça c'est le plafonnement, s'il y a eu des revenus inférieurs sur les 2 dernières années.
On attend un décret pour fixer le montant, mais dans les débats, le gouvernement avait indiqué que ça pourrait être autour de 600 €. Donc, ça sera encadré entre 600 et 800 €. Et surtout, ce qui est important, c'est que le bénéfice sera rendu possible dès que l'activité n'est plus économiquement viable. Donc là aussi, des précisions sont attendues, mais ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'attendre une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Économiquement viable, donc ça sera précisé en décret. Dans les discussions, il a été mentionné une baisse de 30% d'une année sur l'autre, qui pourrait être conservée comme critère d'une activité économiquement plus viable. Et enfin, il sera possible de l'avoir plusieurs fois avec quand même un délai de carence important de 5 ans. Avec cette mesure, le gouvernement estime qu'il y aura 30 000 indépendants, donc on va chaque année, donc on retrouve le critère de la loi initiale. Et il est prévu un rapport avant la fin de l'année 2024 sur le bilan de l'allocation chômage des indépendants. Les autres mesures, la loi permet également que les dettes de cotisation et des contributions sociales, qui sont des dettes personnelles des dirigeants majoritaires de SARL, puissent être effacées dans le cadre d'une procédure de surendettement des particuliers. Et enfin, la loi permet de faciliter l'accès à la formation des indépendants. Donc, le fonds d'assurance formation et le conseil de la formation des chambres de métiers et l'artisanat seront fusionnés au 1er septembre avec un régime transitoire. Donc, je suis arrivée à la fin de ce court webinaire qui vous présente les dispositions de cette nouvelle loi. Alors, je vais regarder les questions. Alors, il y en a beaucoup. Je vous demande juste quelques instants pour les lire. Alors, hop. Alors, effectivement, j'ai une question. Est-ce la fin de la confusion des patrimoines des BNC? Oui, des BNC et des autres catégories d'imposition, c'est-à-dire des BIC également. Pour les professions libérales, il y a également des textes qui sont en attente d'application, de parution, pardon. Un local pour une activité professionnelle. Alors, est-ce qu'un local, c'est-à-dire, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, c'est que l'entrepreneur individuel qui est propriétaire de ces locaux professionnels les loge dans une SCI. Et donc, dans une SCI, il est titulaire non plus des locaux à proprement parler, mais de part de la SCI qui elle-même détient les locaux professionnels. Alors là, est-ce que c'est utile ou pas à l'activité professionnelle? C'est un point qui devra être interprété après parution des décrets, puisque tout va dépendre de la définition du critère d'utilité. Et effectivement, dans ce cas-là, si on considérait que c'était utile, est-ce que le professionnel qui posséderait lui-même ces locaux serait dans une situation parfois périlleuse, puisque c'est souvent son seul actif avec sa résidence principale et qui est protégée par défaut par rapport aux créanciers. Donc ça, on pourra avoir une interprétation peut-être plus fiable une fois que le décret sera paru sur la définition du critère d'utilité. Et voilà, donc je n'ai pas de réponse nette puisque il n'y a pas, le texte d'application n'est pas paru et donc on n'a pas une définition précise du patrimoine professionnel en dehors de ce qui est contenu dans la loi sur le critère d'utilité. Il y a même eu dans les débats parlementaires une allusion comme quoi la jurisprudence trancherait. Alors j'espère qu'on n'attendra pas la jurisprudence pour avoir une réponse plus claire là-dessus.
Alors, les conséquences fiscales. Les conséquences fiscales, l'option pour l'IS, elle n'est que facultative. Par contre, elle n'est pas automatique. La dualité de patrimoine est automatique. En revanche, l'option pour l'IS n'est pas automatique et n'est pas obligatoire pour tous les entrepreneurs individuels. Donc ça, c'est le premier point. Avec l'option IS, il conviendra pour l'entrepreneur de se prélever un salaire. Alors, ce n'est pas tout à fait un salaire, mais quand vous êtes soumis, quand vous exercez votre activité professionnelle dans une société soumise à l'IS, par exemple à ce jour en SASU, vous allez avoir deux types de rémunération. Une première rémunération qui est la rémunération du dirigeant, alors que souvent on assimile à un salaire très rapidement, qui est soumise à l'impôt sur le revenu, donc pour sa totalité, et au barème de l'impôt sur le revenu. Et on a également pour les dividendes qui seraient distribués, mais seulement à hauteur des distributions et pas du revenu qui est réalisé, une taxation avec là l'application de la flat tax à 30%. Donc, est-ce qu'il convient de se prélever un salaire? Oui, et éventuellement de distribuer des dividendes. Après, l'arbitrage entre salaire et dividendes, ça dépend de chacun et de ce qu'il en est. Il semblerait que ça s'applique uniquement aux nouvelles entreprises individuelles. Alors, ça va s'appliquer uniquement aux nouvelles entreprises individuelles pour les entreprises individuelles qui vont être créées effectivement après la réforme pour la totalité des créances. En revanche, ça va s'appliquer pour les entreprises individuelles qui existent déjà pour toutes les nouvelles créances. Donc, si à partir du mois de juin, il y a un prêt qui est fait, par exemple, pour renouveler tout le matériel par un artisan, là, le nouveau statut va s'appliquer. Alors, est-ce que la déclaration d'insaisissabilité reste encore un moyen efficace? Oui, c'est-à-dire que la disposition sur la déclaration d'insaisissabilité n'a pas été supprimée. En revanche, la déclaration d'insaisissabilité, elle ne peut concerner que des biens qui ne sont pas qui sont à usage personnel. Donc logiquement, ces biens devraient être déjà, en partie du moins, protégés par défaut par le nouveau statut. Sachant que si on fait une déclaration d'incessibilité en cours d'exercice de son entreprise, elle ne jouera que pour les créances qui sont nées après la déclaration d'insaisissabilité. Alors, est-ce que pour une entreprise déjà créée, on peut opter pour l'IS? Ça, j'avoue que j'ai pas. Pour moi, je pense que oui. Il faudrait que je regarde dans la loi de finances exactement comment ça a été formulé, mais ça, on vous le précisera par écrit. La caution personnelle de l'entrepreneur individuel, elle a été exclue par les textes, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de manière générale de dire que l'entrepreneur individuel renonce à la séparation, c'est-à-dire qu'il ne peut pas autocautionner son patrimoine personnel, son patrimoine professionnel par son patrimoine personnel. Par contre, il lui est possible de renoncer ponctuellement à la séparation des patrimoines, par exemple, et c'est ce qui arrivera en pratique, à la demande d'un établissement bancaire, mais seulement pour une créance déterminée et un créancier déterminé. Alors, je reviens sur les questions, s'il y en a que je pense que je n'ai pas traité.
Alors, on me pose une question sur la donation du patrimoine professionnel à une société. Donc, on ne peut pas vraiment faire de donation à une société. On fait un apport en société, éventuellement après avec donation des parts à ses héritiers ou entre guillemets à qui on veut, mais à une société, on ne fait pas vraiment de donation. Par contre, effectivement, toutes les donations doivent être faites par acte authentique, c'est-à-dire par acte notarié. Sans créer. Oui, il est possible de créer une entreprise individuelle et ensuite, il va être possible de créer, une fois que la loi sera applicable au printemps, une entreprise individuelle et d'opter pour l'IS. Alors, quel est l'intérêt de créer une URL ou une SASU? Alors, jusqu'à présent, l'intérêt était assez évident, c'est que ça permettait d'isoler de manière très nette les patrimoines, puisque la responsabilité de la société était limitée aux apports, qui étaient souvent faibles. Après, en pratique, il y avait quand même souvent, notamment dans l'obtention de crédits bancaires, une caution personnelle du dirigeant qui était demandée par l'établissement bancaire. Donc, ça amoindrissait, on va dire, l'intérêt de l'URL ou de la SASU. À ce jour, l'intérêt de l'URL ou de la SASU, à mes yeux, subsiste encore, puisqu'on on n'aura pas de discussion sur la nature des biens s'ils font partie du patrimoine professionnel ou personnel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra sans doute à l'usage. Après, je pense qu'il y aura beaucoup moins de URL ou de SASU qu'il y en avait aujourd'hui, puisque l'intérêt majeur, c'était la séparation des patrimoines. Alors, ne peut-on pas craindre un recours systématique des créanciers pour sur le principe de la dualité? Il y a fort à parier que pour tous les actes qui nécessitent un contrat, par exemple un prêt bancaire, notamment si l'entreprise n'a pas elle-même de manière objective un patrimoine professionnel, ou c'est pas une entreprise qui est déjà établie, il y ait une demande de renonciation ponctuelle à la séparation des patrimoines. Après, ça c'est que s'il existe un contrat. Si les difficultés viennent de l'exercice, par exemple des difficultés pour payer des salaires ou autres, on n'aura pas de renonciation puisqu'il n'y aura pas eu a priori de renonciation à la séparation des patrimoines. Donc cette loi apporte quand même comment dirais-je, un progrès par rapport à la situation actuelle que je vous ai présentée en préambule de l'entrepreneur individuel. Alors, je remonte sur les questions. Alors, sur les EIRL qui sont déjà en cours, il n'est plus possible en fait d'opter pour une société donnée pour le régime de l'EIRL. En revanche, les EIRL qui sont déjà en fonctionnement continuent à fonctionner. Il va être possible pour une URL qui existe déjà d'affecter de nouveaux biens ou de, entre guillemets, désaffecter des biens qui auraient été déclarés faisant partie du patrimoine professionnel. Après, effectivement, progressivement, les EIRL ne pouvant plus être créés et perdant de leur intérêt, leur nombre qui était déjà fort restreint
va continuer, enfin, va obligatoirement diminuer. Alors, j'ai une remarque sur la question qui a été posée tout à l'heure sur le cas où l'entrepreneur individuel est propriétaire de ses locaux professionnels à travers une SCI. Effectivement, le gage peut être aussi, non pas les parts, mais le droit au bail. Mais tout ça, en fait, on y verra entre guillemets plus clair une fois que le décret d'application sera paru. Alors, sachant que le Sénat avait fait un gros travail sur cette écriture de l'article 1er, qui consacre la dualité des patrimoines. Donc déjà, le critère de l'utilité avait été restreint en parlant d'utilité exclusive. Et également, le Sénat avait fait des présomptions de propriété, donc notamment de mémoire, les biens immobiliers étaient présumés appartenir au patrimoine personnel. Les biens mobiliers étaient présumés appartenir au patrimoine professionnel, à l'exception de biens présumés personnels, dont une liste devait paraître en décret Conseil d'État. Donc, par exemple, dans les biens mobiliers qui devaient être considérés par défaut comme personnels, il y avait par exemple le livret A ou ce genre d'actifs qui devaient par défaut être considérés personnels à l'entrepreneur. Ça a été abandonné à l'Assemblée nationale et en commission mixte paritaire. Il a été rajouté à la place, entre guillemets, des présomptions de propriété contenues dans la loi, un alinéa sur la charge de la preuve mise à la charge donc de l'entrepreneur individuel. Après, on verra à l'usage comment, entre guillemets, ça se passe sur la définition des biens personnels et professionnels, sachant que l'enjeu, c'est de définir le bien professionnel, puisque les biens personnels sont par défaut ceux qui ne sont pas compris dans le patrimoine professionnel. On verra juste s'il y a des nouvelles questions. Oui, alors le chiffre actuel, si on veut être précis, des bénéficiaires de l'ATI, c'est ce qui a été exposé dans la présentation du projet de loi, et c'est un chiffre de mémoire arrêté au 17 septembre 2021, c'était 1107 bénéficiaires, alors que la loi, donc, qui date du 5 septembre 2018, avait en objectif 29 300 bénéficiaires. Et là, on considère que l'élargissement du bénéfice qui va permettre d'atteindre à peu près 30 000. On arrive à la fin prévue pour le webinaire. Effectivement, les SAS ou les EURL restent utiles pour éviter le problème en cas de décès. Alors, cette question en cas de décès a été beaucoup discutée lors des derniers débats, parce que c'est vrai que souvent le décès en cours d'activité de l'entrepreneur peut entraîner, selon les secteurs et selon la dépendance qu'il existe entre l'activité et la personne de l'entrepreneur, des difficultés économiques. Et c'est quelque chose qui va faire l'objet d'un suivi et éventuellement d'aménagement. Mais effectivement, les SAS ou les EURL permettent d'isoler sur le long terme les deux patrimoines. Voilà. Et effectivement, la renonciation générale, c'est la société en nom collectif, puisque en société en nom collectif, alors, tous les associés ont la qualité de commerçant, donc ça,
pour ça que certaines professions, notamment les notaires, en sont exclus, mais d'autres professions libérales comme les pharmaciens exercent pour partie traditionnellement en SNC. Et en SNC, la responsabilité est illimitée. Je vous remercie. Il y a des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, auxquelles il vous sera apporté une réponse, si possible, par écrit. J'ai vu qu'il y avait des questions comptables sur lesquelles il faut que je me renseigne, puisque je ne suis pas expert comptable. Et je vous remercie à tous. Je vous remercie tous pour votre attention et vous souhaite une bonne journée. Merci, merci Céline pour cette intervention très claire sur ce sujet brûlant d'actualité. Un petit mot pour vous dire que le replay de la séance d'aujourd'hui va vous être envoyé et pour les questions qui n'auraient pas pu être traitées, nous essaierons de vous faire parvenir les réponses avec ce replay, donc très, très rapidement. Voilà, merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci Céline. Merci.